Hello there, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de parler en soft spoken. C'est la première fois que je teste et j'ai toujours été très curieuse de voir ce que ça pouvait rendre avec ma voix. Donc, j'essaie de m'appliquer pour pas parler trop fort. Alors, pour cette première vidéo en soft spoken, j'ai choisi de vous lire quelques pages d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, de Maurice Leblanc. Je vais lire, je pense, le premier chapitre, ou en tout cas les premières pages, selon le temps que ça va faire. Et j'espère que ça va vous plaire autant que mon chuchotement. On va commencer. Le chapitre 1 s'intitule « L'arrestation d'Arsène Lupin ». L'étrange voyage. Il avait si bien commencé, cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la veille encore, ne se connaissaient pas, et qui, durant quelques jours entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'océan, l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie. C'est, au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique. La vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs. Sa monotonie aussi et sa diversité. Et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage, dont on aperçoit à la fin du moment, même où il commence. Mais depuis plusieurs années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste qui se dénoue peu à peu en plein océan, et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe sans fil, appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures nous sentîmes-nous suivis, escortés, précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. 2 amis me parlèrent, 10 autres, 20 autres nous envoyèrent à tous, à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à 500 milles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin, à votre bord, première classe, cheveux blonds, blessure avant-bras droit, voyage seul, sous le nom de R. À ce moment précis,
un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on pût dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. L'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron Schormann, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux 1000 déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis, voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Qu'on se rende bien compte de ceci. Arsène Lupin allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique. Que dis-je ? Dans ce petit coin des premières où l'on se retrouvait à tout instant. Dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir. Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. Et cela va durer encore 5 fois 24 heures, s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown. Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter. Et s'adressant à moi, voyons, vous, monsieur d'Andrézy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien ? J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté autant que leur fortune éblouit. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago. Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt. Mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublée. Et je me sentais un peu trop émue pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival peut-être m'eût inquiété. Un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de Parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. « Je ne sais rien de précis, mademoiselle, lui répondis-je. Mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin ? Oh, vous vous avancez beaucoup. En quoi donc ? Le problème est-il si compliqué ? Très compliqué. C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. Quels éléments ? Numéro 1,
Lupin se fait appeler Monsieur R. Signalement un peu vague. Numéro 2, il voyage seul. Si cette particularité vous suffit. Numéro 3, il est blond. Et alors, nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche. Je la pris et la parcourus. Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes que leur initiale désigne à notre attention. 13 seulement? En première classe, oui. Sur ces 13 messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, 9 sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Il reste 4 personnages isolés. Le marquis de Raverton, secrétaire d'ambassade, interrompit Miss Nelly. Je le connais. Le major Rawson, c'est mon oncle, dit quelqu'un. Monsieur Rivolta, présent, s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclata de rire. Monsieur n'est pas précisément blond. Alors, repris-je, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. C'est-à-dire, Monsieur Rosen. Quelqu'un connaît-il Monsieur Rosen? On se tut. Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit « Eh bien, Monsieur Rosen, vous ne répondez pas ?» On tourna les yeux vers lui. Il était blond. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi. Et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde d'ailleurs, car enfin, rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspectât. « Pourquoi je ne réponds pas ?» dit-il. « Mais parce que, vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue et que je suis arrivé au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête. » Il avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux traits inflexibles, s'amincirent encore et pâlirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant, sa physionomie et son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda « Mais vous n'avez pas de blessure ?» « Il est vrai, dit-il, la blessure manque. » D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et ma foi, j'allais en faire nettement la remarque, quand un incident détourna notre attention. Lady Gerland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée. On s'empressa autour d'elle et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier. « Mes bijoux, mes perles, on a tout pris. » Non, on n'avait pas tout pris. Comme nous le sûmes par la suite, chose bien plus curieuse, on avait choisi. De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon, de rubis, des colliers, des bracelets brisés, on avait enlevé. Non, point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis. Tous nous les vîmes, dépouillés de leurs joyaux, comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Gerland prenait le thé, il avait fallu, en plein jour et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessein au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous.
Il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers. Lorsque le vol fut connu, c'est Arsène Lupin. Et de fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable et logique. Cependant, car s'il était difficile de receler la masse encombrante que formait l'ensemble des bijoux, combien moindre était l'embarras avec de petites choses indépendantes les unes des autres, perles, émeraudes et saphirs. Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rozaine, les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu, on dansa. Miss Nelly surtout montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que, si les hommages de Rozaine avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui, n'étant pas suffisantes, Rozaine était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. « Des papiers, des actes de naissance !» s'écrièrent les ennemis de Rozaine. « Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu, ou qu'il en a effacé la trace. » On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rozaine s'était démontré se promener sur le pont. À quoi il ripostait ? Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ? Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rozaine, voyageait seul, était blond, et portait un nom commençant par R, qui le télégramme désignait-il, si ce n'était Rozaine ? Et quand Rozaine, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Jerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. 1 heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main, parmi les employés du port, les matelots, les voyageurs de toutes classes. Monsieur Louis Rozaine promettait une somme de 10 000 francs à qui démasquerait Arsène Lupin, ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit, déclara Rozaine au commandant, moi, je lui ferai son affaire. Rozaine, contre Arsène Lupin, ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin, la lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant 2 journées. On vit Rozaine errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger, fureter. On aperçut son ombre, la nuit, qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la province fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable. On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas ? Me demandait Miss Nelly. Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles. Mais si, lui répondis-je, ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. Et lui montrant mon Kodak, un 9x12 avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses, rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il n'y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Jerland ? On affecte de prendre des vues
le tour est joué. Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. Il y en a un, Arsène Lupin. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. Au début, vous étiez plus confiant, mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. Et alors, selon vous ? Selon moi, on perd son temps. Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat. Ou du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant, lui, fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rozaine, avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur, soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagina. Décidément, c'était un artiste en son genre, et quand j'observais Rozaine sombrer au opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, l'officier de quart entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha, un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignets ficelés à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens. On le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme, c'était Rozaine, assailli au cours d'une de ses expéditions, terrassé et dépouillé. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ces mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les 10 000 francs de monsieur Rozaine. En réalité, le portefeuille dérobé contenait 20 billets de 1000. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais, outre qu'il lui eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rozaine et ressemblait au contraire à s'y méprendre à celle d'Arsène Lupin, telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rozaine n'était plus Arsène Lupin. Rozaine était Rozaine, fils d'un négociant de Bordeaux, et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus, et par quel acte redoutable. Et voilà pour aujourd'hui. Dites-moi si ça vous intéresse que je lise la suite. Je trouve que c'est une histoire qui se prête bien aux vidéos, au chuchotement. Donc ce sera avec plaisir de continuer si vous aimez bien. Et si vous préférez en chuchotement, faites-le moi savoir. Mais je trouve ça plutôt sympa de faire du soft spoken. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée, peu importe. Et je vous dis à très vite. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.